Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Donc on reprend sur cette partie qui concerne la finance internationale, ou plutôt la partie qui concerne la balance des paiements, le système monétaire international et la politique de change. Donc aujourd'hui, on parlera du système monétaire international, une partie assez intéressante d'ailleurs. On va la raconter sous forme d'une histoire qui se profile dans le temps, qui a concerné des générations, mais concernera toujours d'autres générations. Qu'est-ce que c'est que le système monétaire international? Le système monétaire international peut se définir comme l'ensemble, si vous voulez, des mécanismes et des règles permettant le règlement des transactions entre résidents et non-résidents. On avait vu cette distinction entre résidents et non-résidents dans la balance des paiements. Là, toutes ces transactions qui vont être effectuées, quels sont les mécanismes derrière pour effectuer justement d'une manière durable et sécurisée des différentes transactions. Le système monétaire international devrait répondre, à travers ses caractéristiques, répondre à trois questions fondamentales. La première, c'est de répondre on essaie à travers un système monétaire de comprendre, ou plutôt de savoir quelles monnaies sont employées au niveau international, quelles monnaies utilisées ou actives. Deuxième chose, les taux de change sont-ils fixes ou flexibles? S'ils sont fixes, c'est-à-dire que vous avez un rôle de la Banque centrale qui peut intervenir sur le marché de change pour défendre sa monnaie, à l'appréciation ou pour la déprécier. Si le régime de change est flexible, là c'est le marché, si vous voulez, de change à travers l'offre et la demande qui permet un petit peu de déterminer le taux de change. Troisième question, qui est fondamentale, existe-t-il ou non des mécanismes qui tendent à réduire les déséquilibres de paiement courant entre les pays? On observe autant à l'inverse une persistance d'excédents et de déficits. Et ça, c'est une caractéristique qui est importante pour un système monétaire, c'est-à-dire il faut que les mécanismes permettent le retour à l'équilibre des balances des paiements des pays. Et donc ce serait un petit peu dommage, si vous voulez, ou très grave même, d'avoir un système monétaire qui ne permet pas un retour à l'équilibre et d'avoir des pays qui peuvent rester dans le temps déficitaires et d'autres excédentaires. Donc on va reprendre, si vous voulez, l'histoire du système monétaire international à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Et à partir c'est-à-dire vers les 1850-1870, depuis cette époque-là, on a vu voir plusieurs systèmes monétaires internationaux succéder. Le système monétaire international or, ou les talents or, le système monétaire international basé sur la livre sterling, et puis le système monétaire international qui est basé sur le dollar comme monnaie pivot. Bien sûr, avant cette date-là, vous avez des systèmes des talents or. L'or, il a toujours existé, était toujours utilisé comme monnaie pour régler les transactions, parce qu'il présente des caractéristiques, j'y arrive, assez intéressantes, ce métal jaune. Et donc, il était toujours un moyen de l'utiliser. Il y avait un système de ce qu'on appelle le système monétaire de bimétallisme. Vous avez l'argent aussi comme métal, était utilisé aussi comme monnaie pour les transactions. Donc, ces systèmes-là, c'est-à-dire au moins à partir de 1870, on avait vu des régimes de change tantôt fixes, tantôt flexibles, avec les avantages et les inconvénients que représente chacun des deux régimes. Peut-être on n'aura pas le temps d'expliquer en profondeur et en détail les différents régimes, mais c'est très simple, vous pouvez vous renseigner au niveau des références que je vous ai données dans la première séance de cette partie-là.
Donc la première phase du système monétaire international que j'ai intitulé ici de l'étalon or à l'instabilité de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire 1914 jusqu'à 1944, en quelque sorte 45. Donc l'étalon or, c'est un système d'étalon or qui a prévalé entre 1870 et 1914. Qu'est-ce que ça veut dire l'étalon or? Ça veut dire que toutes les monnaies sont définies par un certain poids d'or avec convertibilité des monnaies en or. Toutes les monnaies sont convertibles à un poids fixe d'or. Donc la quantité dont dispose la banque centrale détermine la masse monétaire du pays. Donc vous avez une dépendante, donc la masse monétaire elle va être dépendante de l'entrée et de la sortie de l'or, qui lui-même dépend de l'excédent ou du déficit de la balance de base. Donc s'il y a plus de rentrée d'or, vous avez la masse monétaire qui augmente. Si vous avez une sortie d'or, vous avez un rétrécissement, si vous voulez, de la masse monétaire. Donc l'étalon or, et par définition, est un système de change fixe, vu que chaque monnaie est rattachée, c'est-à-dire d'une manière fixe à l'or. Et donc théoriquement, toute balance doit tendre vers l'équilibre. Là, on a une force, si vous voulez, de rappel à l'équilibre. Ce qu'un pays, imaginons par exemple, voit qu'il y a beaucoup plus d'entrées de sorties d'or, il importe énormément, il va voir sa masse monétaire se rétrécir davantage et il peut se retrouver dans une situation de déflation. Donc cette déflation lui permet d'exporter mieux, c'est-à-dire en termes de prix relatifs. Les exportations vont être bon marché en quelque sorte, mais par contre ces importations ils vont être un petit peu plus chères. Et donc ça ramène un petit peu l'équilibre. Donc il y a une force de rappel dans ce système. Quoique vers les années 80, on avait vu des équilibres qui sont des déséquilibres persistants qui sont maintenus dans le temps parce que généralement les banques centrales n'ont pas appliqué la politique du taux discount recommandé et ça a donné la domination de la livre sterling dans cette période-là, ce qui a poussé, ce qui est quelque chose de tout à fait normal. Quand une monnaie d'un pays est utilisée comme monnaie internationale, on va le voir pour le cas des États-Unis tout à l'heure, ça pousse la Banque de l'Angleterre à ne pas se préoccuper du stock d'or nécessaire. Donc, à partir de 1900, plutôt exactement en 1922, on avait vu les pays européens, surtout en dehors des États-Unis, connu sous la conférence de Gênes, établir ce qu'on appelle le Gold Exchange Standard ou l'étalon de change or, qui va limiter la convertibilité des monnaies en or et va reconnaître officiellement que les devises sont des moyens de réserve pour les banques centrales, au même titre que l'or, et les autorités monétaires ont le choix entre le change flexible et le change fixe. Vous voyez, déjà dans cette période-là, on a la flexibilité de change. Et puis la crise de 29 va un petit peu changer les choses. C'est normal, une économie de guerre. Vous avez les pays qui vont dresser des barrières protectionnistes aux importations. On va voir des séquences de dévaluation aux États-Unis en 1933 et en 1934, ce qu'on appelle la Confiscation Act ou l'Executive Order du 5 avril 1933, ou le flottement pour la Grande-Bretagne en 1931, la France en dévaluation en 1936 et en 1937. Selon un économiste et un spécialiste un fin connaisseur du système monétaire international, Norman Palma, dit que le système de dollar est apparu avec la fin de l'étalon or. C'est avec l'executive order du 5 avril de 1933, c'est Roosevelt, le président américain à l'époque, un mois après son arrivée au pouvoir, il va mettre fin au système de l'étalon or international. Et donc il va mettre un système, la fin de ce système, et il impose le billet vert, c'est-à-dire le dollar comme la monnaie de réserve
internationale. Ici, dans cette période-là, en 1933, exactement le 5 avril, cet executive order, si vous voulez, c'était une manière de dire aux Américains, vous n'avez pas le droit de garder l'or monétaire, et c'est absolument interdit. Et vous avez des peines considérables, et ils devraient le rendre à la Banque centrale aux alentours de $20, si vous voulez, l'once d'or. L'once d'or, c'est à peu près, si ma mémoire est bonne, de 28 grammes d'un certain carat de l'or pur. Et une année plus tard, ou même pas, on avait la Gold Reserve Act, le 30 janvier 1934. Roosevelt dépréciait le dollar par rapport à l'or de 20 à 35 dollars, en quelque sorte, l'once. Donc c'est une dévaluation. Hein. Vous le vendez à 20, mais maintenant vous le rachetez à 35. Donc c'est une dévaluation de dollars. En mettant d'ailleurs l'inscription dollar as good as gold, quelque chose que vous pouvez retrouver dans les billets de dollars anciens. Il faut le prendre comme étant dollar. Le système de Bretton Woods, si vous voulez, c'est le système qui va être mis en place juste après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un système monétaire qui est fait à la conférence de Bretton Woods. C'est une ville dans le New Hampshire aux États-Unis. Vise justement à éviter l'instabilité et l'anarchie qui régnait dans la période de l'entre-deux-guerres, pour remettre, si vous voulez, les rails à ce que le commerce mondial se développe, et pour ne pas revenir à des situations qui peuvent amener à des guerres en quelque sorte. Donc c'est un système, si vous voulez, où les architectes importants, deux économistes, qui est connu et reconnu, c'est John Maynard Keynes, économiste britannique. C'est le père, si vous voulez, de la macroéconomie des côtés britanniques. Et puis vous avez un économiste américain, si vous voulez, de l'administration de trésor américain, moins connu que Keynes, qui s'appelle Dexter White, qui vont mettre, si vous voulez, les bases de ce système qu'on appellera Bretton Woods. Et donc c'est un système qui va reposer sur la fixité d'échange et sur l'utilisation du dollar américain comme monnaie internationale. En gros, toutes les monnaies sont rattachées alors au dollar, mais c'est équivalent parce que le dollar sera rattaché avec une fixité de l'ordre de 35 dollars l'once d'or. Donc le dollar, il est rattaché, il est convertible d'une manière fixe à l'or, mais toutes les monnaies sont rattachées au dollar à cette période-là. Et il faut comprendre une chose, peut-être entre parenthèses, c'est que les États-Unis, qui rentraient vraiment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est sorti, si vous voulez, c'est la seule, j'allais dire, économie la plus importante du monde. Il représentait à la sortie des guerres. Il n'a pas subi les foudres de la guerre et les dommages. Plus ou moins, j'allais dire, c'est le pays qui sortira renforcé de la Deuxième Guerre mondiale. Il représentait, il y a certaines qui avancent chiffre de 70%, c'est-à-dire que l'économie américaine représentait 70% de l'économie mondiale. Voilà une manière aussi qui peut expliquer que le dollar, il va être en quelque sorte de facto être accepté comme étant la monnaie internationale. L'effet réseau aussi, comme l'explique Agletta. Donc les États-Unis se sont engagés à travers ce système. C'est un engagement, il n'est pas dans les accords, à convertir les avoirs en dollars détenus par les banques centrales en or au taux de 35 dollars l'once. Voilà, c'est un système qui était stable, qui a duré une vingtaine d'années en quelque sorte, et on a vu qu'à partir des années 50, le dollar devient la monnaie de référence pour les transactions internationales. Cette période, elle est connue aussi par les 30 glorieuses, c'est avec des taux de croissance très élevés. C'est très rapide, ou plutôt très simple et simpliste de dire que c'est grâce à ce système qu'il y avait des taux de croissance assez élevés dans les pays occidentaux. Vous avez des plans de restructuration plutôt, des plans Marshall et un tant d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette croissance-là. Quand vous avez des États ravagés par la guerre, il y a tout à reconstruire. Vous avez des taux de croissance aussi qui peuvent être
très élevé. Et on avait vu aussi la mise en place de l'FMI, le Fonds monétaire international, qui reçoit les quotes-parts des pays membres et qui peut prêter ces fonds aux pays qui représentent des déséquilibres ou des difficultés dans leur balance des paiements. La fin des années 50, ce qui va commencer un petit peu à remettre les graines de la faiblesse, ou plutôt qui va mettre à mal ce système, c'est que entre les années 50 et les années 60, on sait que les États-Unis sont impliqués dans une guerre qui a duré longtemps, la guerre au Vietnam, et que le pays, pour justement couvrir les dépenses militaires de guerre, certains commençaient à voir d'un mauvais œil si vous voulez, l'augmentation de la masse du dollar circulant à l'extérieur, et que cette masse-là pourrait dépasser ou dépasse même dans les faits la valeur des stocks détenus par la Fed. Donc parmi les premiers, c'est les Français, à travers le président à l'époque Charles de Gaulle, qui commence à voir, ou plutôt même, vous avez l'expression, le privilège exorbitant justement, qui revient de cette période-là, où le président français Charles de Gaulle, il disait que les États-Unis on a donné aux États-Unis le privilège exorbitant de créer la monnaie internationale et qui peut s'acheter du monde avec du simple papier. Donc, ce qui a amené que certains pays, que vous pouvez vérifier cela, est-ce que les Français ont demandé de convertir leur dollar en or, chose qui était mal perçue, mal reçue par les Américains. Si tous les pays commençaient à venir pour demander de l'or et convertir leur dollar, il n'y aurait pas assez d'or pour tout le monde. Ce qui a amené le président Nixon à suspendre d'une manière unilatérale la convertibilité du dollar. C'était à la base le 15 août 1971. Ça devrait être quelque chose de transitoire, mais ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et tous les pays qui ont manifesté, en quelque sorte, se sont manifestés contre cette décision, et de dire que le système, les États-Unis sont en train de tromper le système, qui est une caractéristique à l'époque. Il est très bien résumé à la perfection à travers cette phrase d'un certain Connally, Brandon Connally, qui était le secrétaire d'État au Trésor. Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Ça a donné un nouveau système, si vous voulez. À partir de là, c'était la fin du système de Bretton Woods. Et l'actuel système, daté de 71, c'est vrai que les accords de Jamaïque du 8 1976 vont instituer tout simplement la démonétisation de l'or. L'or n'est plus utilisé comme étant une monnaie internationale dans les statuts de l'FMI. Et du coup, on se retrouve dans un système qu'on peut qualifier d'hybride, que certains l'appellent un non-système tout court, parce qu'il n'y a plus de règles, plus d'accords justement qui réglementent l'après Bretton Woods. Le système actuel donc ne relève d'aucun accord international. Chaque pays a toute la latitude pour choisir le régime de change qui lui convient. Donc on a du flottement, on a de la fixité de change. Il y a certains pays qui font des ancrages par rapport à des paniers de monnaie internationale. Il y a carrément de la dollarisation. Certains pays qui adoptent carrément de dollars, ou plutôt d'ancrer une monnaie par rapport au dollar. Il y a des systèmes intermédiaires. Si vous voulez, il y a autant de pays que de régimes de change, en quelque sorte. Donc ça dépend de la caractéristique de la politique des objectifs de la politique monétaire. Donc on adapte en quelque sorte les systèmes de régime de change. Donc le FMI publie régulièrement une classification des régimes de change des pays membres, les 188. Il y a des classifications, ce qu'on appelle de jury, c'est-à-dire que
les pays ils vont dire qu'on adopte tel régime ou des classifications de facto, c'est-à-dire à travers des comportements des banques centrales et des transactions qui se font sur le marché de change ou à travers le reste du monde, on pourrait dire que tel pays pratique tel régime. C'est sur la base des données, si vous voulez, il va être révélé le système, le régime de change à partir des données de chaque pays. Donc, à partir de cette date-là, le dollar demeure la monnaie dominante dans les transactions internationales, en tant que monnaie pivot, mais en tant aussi comme monnaie de réserve. Ça représente plus de 65% de réserve dans les banques centrales à l'échelle internationale, à côté de l'euro, qui représente 20% à peu près, et le reste, les 10% qui restent pour les restes des monnaies internationales. Donc, ça reste quand même, malgré à ce que le dollar il est complètement déconnecté, le système déconnecté de l'or, donc il continue à être la monnaie qui est la plus recherchée, si vous voulez, la plus utilisée. Pour une raison très simple, il y a différentes manières l'effet réseau, c'est les autres l'utilisent, nous pays on devrait l'utiliser, et ça peut expliquer. Mais aussi, il faut savoir aussi que les États-Unis, d'une manière habile, ils ont négocié à ce que un certain nombre de produits, de matières premières et surtout le pétrole soit commercialisé contre dollar. Ça garantit à ce que tous les pays demanderaient du dollar en quelque sorte. Voilà, il y a un rattachement à l'or noir dans le système actuel. Tant qu'on demande le dollar, ce n'est pas n'importe quel produit, c'est de l'énergie. Il est demandé par tous les pays, mais des sommes considérables. Donc le dollar restera maintenu tant que c'est des produits essentiels comme l'énergie sera vendu absolument en dollars. Donc, les monnaies qui appartiennent à un régime de change flexible aujourd'hui, on a l'UN, le dollar, l'euro, par exemple, qui sont caractérisés dans les faits par un flottement, mais un flottement impur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a le flottement, mais on voit qu'il y a des interventions des banques centrales. Et des fois même des interventions coordonnées entre les banques centrales, les plus importantes. Quand le dollar perd pied, on voit souvent la Fed, la Banque d'Angleterre, la BCE, celle du Japon ou même de la Chine, la Suisse, vendre de l'or et acheter des dollars pour pour raviver en quelque sorte le cours des dollars. Avec ce nouveau système, le dollar, il peut être qualifié comme étant une monnaie fondante. Ce sont les mots de Judy Shelton. Il parle de money meltdown. Et si vous voulez avoir une idée, c'est que le dollar en 1971, il était de l'ordre de 35 $ l'once. J'ai vérifié le 1er avril dernier, il est à 1600 $ l'once. Donc attention, ce n'est pas l'or qui prend de la valeur, c'est le dollar qui perd sa valeur, au contraire. Donc à travers les masses monétaires qui sont injectées dans le marché mondial. On parle donc d'un système de fiat monnaie, ou le niant habillé en monnaie selon Jacques Rueff, un des économistes justement qui a accompagné le président Pompidou pour la négociation de la fin du système de Bretton Woods. Les anglo-saxons parlent de money borrowed in existence. C'est ce qu'on appelle la création monétaire ex nihilo, et le système est fondé justement sur les banques commerciales qui sont les principales créatrices banques commerciales américaines, créatrices du dollar à travers les crédits. Donc, on est dans un système, si vous voulez, de monnaie-crédit, avec tous les problèmes que ça pose. Je vais résumer ces profondes instabilités des systèmes financiers à travers un travail d'un économiste François Morin, en 2015, dans un livre, L'hydre mondial, avec le sous-titre Oligopole bancaire. Qu'est-ce qu'on avait vu à partir de 71? Une libéralisation à partir de 71 du marché des changes. Donc, on a vu apparaître le taux de change variable. Et donc, du coup, le risque de change. La libéralisation à partir des années 80 du marché obligataire et à travers les taux d'intérêt variables, ça a donné l'apparition d'un nouveau risque qui est le risque du taux d'intérêt. Et ces deux risques-là importants ils vont faire naître d'une manière spontanée, ce qui est normal, un marché des produits dérivés pour la couverture, justement, mais en même temps pour la spéculation.
couverture, si vous voulez, investissement et spéculation, ce sont les deux facettes de la même pièce. Difficile de faire la différence. Et à partir, dernière chose, à partir des années 90, on avait vu la libéralisation, ce sont des mouvements de libéralisation des capitaux, ce qu'a donné la globalisation des marchés financiers avec tous les risques. Et l'oligopole bancaire. Il y a des grosses banques, si vous voulez, à l'échelle internationale, qui sont les seules capables de gérer ou plutôt de produire les produits dérivés. Et avec tout ça, on avait vu quand même une succession de crises financières. La dernière, c'est celle de 2007-2008, assez importante, et peut-être beaucoup d'observateurs et d'économistes. Il y en a beaucoup qui parlent d'une crise aussi qui se profile financière. On l'espère pas déjà avec cette crise sanitaire. Merci à vous pour votre attention et à la prochaine séquence.